Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais aborder l'anatomie de la scapula. Et avant de commencer, je voudrais vous dire que suite à la demande de plusieurs d'entre vous, j'ai décidé de réaliser les illustrations, les schémas anatomiques de chaque vidéo, de les mettre dans un PDF et de vous les rendre disponibles. Donc il suffit pour les récupérer de cliquer sur le lien qui est situé dans la description pour pouvoir récupérer le PDF. Et deux PDF différents, un PDF avec les illustrations sans légende et un autre avec les légendes. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause tout de suite pour aller récupérer le PDF avec les schémas sans légende, les imprimer et les utiliser en même temps que vous regardez la vidéo. Et l'avantage, vu qu'il n'y a aucune légende dessus, c'est que vous allez être actif pendant la visualisation de la vidéo et vous allez vous faire vous-même les légendes et vous pouvez annoter, colorier, etc. Ajouter ce que vous voulez sur les schémas. Ils sont faits pour ça. Et après, ultérieurement, si vous voulez récupérer vraiment des schémas plus propres avec les légendes, si jamais vous avez loupé certaines choses, vous pourrez le faire également. Mais ce qui compte, c'est que quand vous visualisez la vidéo, vous êtes dans un processus actif et vous n'êtes pas passif en train juste de regarder la vidéo. Pour mémoriser, il faut être acteur et donc c'est pour ça que j'ai rajouté les PDF dans la description de la vidéo. Voilà, donc tout de suite, on va aborder l'anatomie de la scapula et donc on va commencer dans cette vidéo par vraiment l'ostéologie, l'aspect ostéologique, et dans la vidéo suivante, on abordera les insertions ligamentaires et musculaires principales de la scapula. Alors, la scapula est un os plat, pair, donc non symétrique, situé à la partie postérieure et supérieure de la cage thoracique. Donc on va représenter très schématiquement ici une cage thoracique. On rajoute les épineuses des vertèbres thoraciques correspondantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, bon, je vais un peu plus bas que ce que j'avais représenté. Et après, bon, on a les 11 et 12, les côtes flottantes ensuite, comme ceci. Alors, justement, le fait d'avoir représenté le thorax, ça va nous permettre de situer très précisément la scapula en position neutre, on va dire. Donc, en position neutre, la scapula est donc en position anatomique de référence. La scapula est située au niveau, située entre le premier espace intercostal et le septième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, de manière générale, elle est décrite dans cet espace-là. Donc la scapula est triangulaire, est un os plat, donc triangulaire, présente à ce titre deux faces à décrire, une face antérieure qui va venir s'appliquer contre la cage thoracique et qui va donc être concave en tous sens, et une face postérieure, elle, qui va être convexe en tous sens. On aura également donc trois bords, un bord supérieur ou cervical, un bord médial ou spinal et un bord externe latéral ou axillaire. Et la scapula s'articulera avec trois éléments principaux. La cage thoracique tout d'abord, où elle forme non pas une articulation traditionnelle de type synovial, de type diarthrose ou amphiarthrose, mais une articulation dite cisarcose, c'est-à-dire par plan de glissement. Et donc effectivement, elle va reposer sur différentes couches musculaires, les couches de tissus cellulo-graisseux, qui vont glisser les unes par rapport aux autres et permettre les mouvements de la scapula par rapport à la cage thoracique. Et des mouvements très importants, parce que de la mobilité de la scapula dépend la mobilité de l'articulation gléno-humérale. La majorité des mouvements que l'on fait avec l'articulation gléno-humérale, enfin avec le bras et le membre supérieur de manière plus générale, se font par l'intermédiaire de la mobilisation de la scapula. Mais on reverra ça quand on abordera quelques éléments d'anatomie fonctionnelle, ou voire même de biomécanique, de l'épaule. Première articulation, donc une cisarcose. On a ensuite une articulation qui se fait au niveau de l'angle latéral, on dit parfois angle, supérolatéral ou angle antérieur, puisque justement la scapula est orientée, justement l'angle de cette omoplate, de cette scapula regarde en dehors certes, mais aussi en avant
et légèrement en bas. Donc ici, à ce niveau-là, on aura la tête humérale, donc de l'humérus bien sûr, comme ceci, je représente schématiquement. Et enfin, dernière articulation, c'est ce qui va permettre de relier cet os qui constitue le plan osseux postérieur de la ceinture scapulaire avec l'élément osseux antérieur de la ceinture scapulaire, à savoir la clavicule qu'on a déjà décrit dans une vidéo précédente. Et bien, cette articulation va se faire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle l'épine de la scapula, c'est-à-dire que c'est une lame osseuse qui s'insère à la face postérieure de la scapula et qui va se projeter en dehors, en haut et en arrière avant justement d'être prolongée par une extrémité osseuse qui va revenir vers l'avant et venir coiffer la tête humérale. Et donc c'est à cet endroit-là qu'on a une surface articulaire au niveau de ce qu'on appelle l'acromion, donc qu'on a une surface articulaire plane pour l'extrémité, pour la surface articulaire correspondante de l'extrémité externe ou latérale de la clavicule. Et bien justement, nous allons pouvoir aborder maintenant l'anatomie de la face postérieure de la scapula en la représentant voilà, dans un format plus grand. On a tout d'abord ici, donc là on était sur une face postérieure, bien sûr on va le préciser, hein. Et donc c'est une scapula droite. Là, toujours, donc même vue, toujours face postérieure, on a le bord médial ou spinal de la scapula qui se continue en haut par le bord supérieur qui est séparé du processus coracoïde dont on n'a pas encore parlé mais qu'on va aborder plus tard par une incisure qui est l'incisure scapulaire. Voilà. Donc ici on a ce fameux processus coracoïde et en avant on va retrouver ici la surface articulaire qui est une cavité glénoïde qui s'articule donc avec la tête humérale. Et en dessous d'elle, on va avoir une petite surface osseuse qui tubercule, une tubérosité infraglénoïdienne qui sera un point d'insertion comme on le verra. Et ensuite on a le bord externe latéral de l'os qui se continue vers l'angle inférieur de l'os où il se termine, hein, donc l'angle inférieur naît de la réunion entre le bord externe et le bord médial. Ensuite on va pouvoir parler de l'élément principal qui va délimiter deux grandes régions au niveau de la face postérieure, c'est la lame osseuse dont on a déjà parlé, donc l'épine de la scapula, qui effectivement va venir s'insérer, donc il va être oblique, son plan va être oblique en haut, en dehors et en arrière, et sa zone d'insertion va se faire justement par une ligne qui va à l'extrémité latérale se situer au niveau de la moitié de la jonction entre la moitié supérieure et la moitié inférieure de la cavité glénoïde et en dedans, la partie médiale, au niveau de l'angle obtus formé par deux plans du bord médial, hein, par les deux segments du bord médial. Hein. C'est-à-dire que le sommet de cet angle correspond à la partie la plus médiale de cette lame osseuse. Lame osseuse qui, je vais le représenter ici, est également donc aplatie dans le sens de haut en bas et qui est également triangulaire à la coupe. Ce qui fait que si je représente schématiquement ici la face postérieure avec, on retrouve le processus coracoïde ici, puis
la cavité glénoïde, on va avoir, donc je le prends d'une autre couleur, cette lame osseuse, comme ceci, qui va être triangulaire également, donc va également présenter à décrire deux faces, trois bords, trois angles, donc une face supérieure, qu'on aperçoit ici, elle est là, cette face supérieure, donc la face inférieure n'est pas visible sur cette vue. Et on aura donc ensuite trois bords, donc un bord postérieur, le plus épais et celui qu'on va le décrire plus en détail, un bord antérieur qui se fusionne avec la face antérieure, enfin la face postérieure de l'os, et un bord latéral qui est mousse et qui présente un prolongement osseux au niveau de l'angle, on va dire latéraux-postérieur, postéro-latéral, qui va être le fameux acromion, qui va venir surplomber la tête humérale. Et donc cette lame est située à la jonction entre le quart supérieur et les trois quarts inférieurs de la face postérieure de la scapula. Et donc bien sûr le sommet, ici on en a parlé, se termine au niveau de la jonction entre les deux segments du bord, donc au sommet de l'angle obtus formé par ces deux segments du bord médial. Comme ceci. Et là, sur ce schéma, on va voir cette lame toujours, mais on va plus voir le bord postérieur qu'on va pouvoir détailler, puisque le bord postérieur présente à décrire trois portions qui sont de sa partie la plus médiale vers sa partie la plus latérale. Une zone tout d'abord triangulaire, libre d'insertion musculaire, qui est lisse et où viennent coulisser les fibres du muscle trapèze. Ensuite, là, une portion moyenne qui est constituée par le tubercule du trapèze, qui donnera donc insertion au faisceau inférieur du trapèze. Et ensuite, on va avoir le bord postérieur proprement dit, qui se continue en dehors par l'acromion. Comme ceci. On peut représenter ici la surface articulaire pour la clavicule, et ici, voilà, on représente le bord latéral de cette lame osseuse. Bord latéral, donc qui est situé en arrière de la glène, de la cavité glénoïde, et qui va donc délimiter un espace qui va faire communiquer les deux portions qu'on va maintenant nommer. Donc on a au-dessus le quart supérieur de la face postérieure qui constitue ce qu'on appelle la fosse supraépineuse. Et en dessous, on va avoir la fosse infraépineuse. Et comme je viens de le dire, effectivement, ces deux fosses communiquent largement par l'espace ménagé entre le bord latéral de la lame osseuse de l'épine de la scapula et le rebord, on va dire postérieur, de la cavité glénoïde. Et donc on verra qu'il y aura passage d'éléments vasculo-nerveux à cet endroit-là. La fosse supraépineuse est donc convexe, mais l'association de sa convexité avec le bord, la face supérieure de la lame osseuse, fait vraiment qu'on a une sensation de fosse, d'où son nom, où va venir s'insérer le muscle supraépineux. Et donc effectivement, on a cette disposition ici, dans les deux tiers, qui va être comment dire, on va avoir effectivement l'insertion du muscle qui va se faire à cet endroit-là, aux deux tiers. Et ensuite, en dessous, on va avoir pareillement, c'est-à-dire, ce que je voulais dire, pardon, c'est que l'insertion du muscle supraépineux ne va pas se faire uniquement sur la face, sur la face postérieure, mais elle va aussi déborder sur la face supérieure de la lame osseuse. Et ensuite, en dessous, au niveau de la fosse
infraépineuse, on va avoir deux parties principales à décrire. Une partie médiale, la plus importante, et une partie latérale, plus étroite, qui va être justement séparée de la première par une crête osseuse qui va être parallèle au bord externe et qui va délimiter deux zones principales. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir à nouveau ici voilà, une segmentation avec des petites crêtes osseuses et on aura deux surfaces articulaires pour le muscle petit rond ou teres minor et le muscle grand rond ou teres major. Et à savoir que la zone d'insertion du muscle petit rond est elle-même divisée par une petite gouttière qui laissera passer des vaisseaux également en provenance de comment dire, du cercle artériel de la scapula. Et en dessous ici on se retrouve sur l'angle inférieur de la scapula avec une insertion inconstante du muscle grand dorsal parfois. Et ensuite on va avoir ici sur la partie médiale de la fosse infrascapulaire des lames, des crêtes d'insertion pour les lames tendineuses du muscle infraépineux. Ajoutons, puisque je ne l'ai pas dit, on s'était arrêté au tubercule du trapèze. Ensuite, si on représente justement une coupe parasagittale de l'os passant par cette lame osseuse, on va voir que le bord postérieur ici présente à décrire un sommet et deux versants ou deux lèvres, donc une supérieure, un versant supérieur, un versant inférieur qui seront des zones d'insertion pour certains muscles. Donc on verra justement les muscles, les insertions musculaires plus tard, les muscles et la aponévrose aussi. Ensuite, on va aborder la face antérieure de la scapula avec, je vais prendre en bleu, tout d'abord pour la représenter, pardon, je vais dessiner la cavité glénoïde ou la glène, comme ceci, qui va être en son centre marqué par la présence d'un petit tubercule glénoïdien au niveau de la partie moyenne. Donc on peut voir ici qu'effectivement la cavité glénoïde est cylindrique, mais qu'effectivement sa partie inférieure va être plus épaissie, plus grosse, ce qui donne en fait plus un aspect piriforme à cette articulation. En dessous de cette cavité glénoïde, on retrouve, on l'a déjà évoqué, le tubercule infraglénoïdien qui se continue par le bord externe de l'os. Et au-dessus, on aura également le tubercule supra-glénoïdien qui lui va se continuer jusqu'à la base du processus coracoïde qu'on va représenter ici et qu'on décrira aussi un peu plus tard. Voilà, processus coracoïde. Ensuite, on a l'incisure scapulaire dont on a déjà parlé et le bord supérieur qui forme un angle avec le bord médial qu'on va représenter ici comme ceci. On peut rajouter tout de suite en provenance de la face postérieure l'acromion. Et ensuite, intéressons-nous de plus près à cette face postérieure. Donc effectivement, elle va présenter à décrire trois portions. Donc une portion centrale, la plus étendue, une portion latérale et une portion médiale. On va y aller de la partie externe vers la partie interne. Donc on a effectivement
à ce niveau-là, une crête osseuse aussi, qui va délimiter ce qu'on appelle le pilier de la scapula, et qui n'est pas à confondre avec le bord externe ou le bord latéral, qui est vraiment lui séparé de ce pilier par une gouttière, légère gouttière, donc creusée ici, qui donnera insertion aux muscles, à certains faisceaux du muscle subscapulaire. Et donc ensuite on a une zone centrale qui va présenter, donc qui est très excavée, et notamment au niveau de la réunion entre son quart supérieur et ses trois quarts inférieurs, on retrouve ici en fait, si vous voulez, la zone de jonction de la lame osseuse avec la face postérieure. Et donc effectivement ici, on est sur une zone très excavée qui correspond à l'implantation à la face postérieure de la lame osseuse en question. Et ensuite, on va avoir sur cette face excavée des crêtes osseuses au nombre de 3 à 4 qui sont des lames, qui vont permettre aux lames tendineuses de s'insérer, qui sont entre guillemets les zones d'insertion des lames tendineuses du muscle subscapulaire. Ce qui fait du muscle subscapulaire, un muscle multipéné. Ensuite, on représente la partie la plus médiale, qui est une bande rugueuse étroite, qui va pareil être une zone d'insertion, qui va s'élargir en ses deux extrémités inférieure et supérieure, en deux zones triangulaires d'insertion, pour un muscle qui présente de nombreuses digitations, qui vont s'étaler donc de la partie supérieure jusqu'à la partie inférieure, qui est le muscle grand dentelé, ou dentelé antérieur. Voilà pour cette face antérieure, pardon. Donc on va représenter la vue latérale maintenant. On retrouve ici, je vais mettre ici, voilà, la cavité glénoïde, avec le tubercule glénoïdien ici, et la portion inférieure, plus large, qui est plus excavée que la portion supérieure, qui est plus plane. Ici, au-dessus de laquelle on va retrouver le tubercule infraglénoïdien, qui se continue par le bord latéral, le bord axillaire, voilà, comme ceci, et au-dessus duquel on va avoir ici le tubercule supraglénoïdien, qui en arrière va se continuer par l'insertion de ce fameux processus coracoïde, qui prend la forme de ce que les anciens anatomistes faisaient l'analogie avec un bec de corbeau. Maintenant, actuellement, on considère plus, la description de l'analogie se fait avec un doigt demi-fléchi. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une base, bien sûr, une origine, une insertion qui va se faire sur l'angle, sur le corps de la scapula. Ensuite, un segment horizontal, comme ceci, et ensuite un segment, un segment vertical, segment vertical tout d'abord, puis un segment horizontal. Bon, là, avec l'inclinaison de la scapula, effectivement, on a plus l'impression que le segment est vertical, mais effectivement, le segment est horizontal, considéré comme horizontal, et donc va présenter ensuite des faces supérieures. Donc on va présenter à décrire une face supérieure ici, qui présente plusieurs insertions musculaires et ligamentaires, et une face inférieure, ainsi qu'un bord, qu'on peut voir ici, et un sommet, une jonction entre les deux segments, qui elle aussi présente des insertions ligamentaires importantes. Et donc on va détailler tout ça après dans la vidéo suivante. Pour l'instant, on se concentre sur l'ostéologie à proprement parler. En arrière, en retrait, on peut apercevoir ici très discrètement le bord supérieur ici qui se continue après l'incisure scapulaire vers l'angle supérieur. Et ensuite, on va avoir la fameuse lame osseuse ici qui va
naître au niveau de la partie moyenne de la glénoïde en termes de rapport, en termes de niveau. Et ensuite, donc, on va apercevoir ici l'acromion, hein, le bord postérieur qui se continue en dehors par l'acromion, qui va venir resurplomber ici la zone de l'articulation gléno-humérale. Comme ceci, hein, vraiment, le sommet de l'acromion est à l'aplomb de l'articulation gléno-humérale, c'est important. Voilà, et ensuite ici, on peut représenter la face postérieure, ici, de l'épine de la scapula, et ensuite ici on a voilà, une partie de la face postérieure de l'os. Donc ce serait la zone d'insertion des muscles petits et grands. Et pour finir, on va juste représenter une vue supérieure de l'os, une vue très intéressante. Donc je reprends, ici on a le processus coracoïde. Et ici on a sur une vue supérieure, donc là c'est la vue latérale, j'ai pas orienté hein, mais vue latérale. Et ici on est sur la vue sup. Donc ici on est sur le bord supérieur, l'incisure scapulaire, on l'a déjà dit, et ici on va avoir la lame d'insertion, la lame osseuse de la ceinture, de l'épine de la scapula. Et ensuite on a l'acromion ici. Comme ceci. Et donc ici on a la zone, la gouttière qui fait communiquer la fosse supraépineuse ici avec la fosse infraépineuse. Qu'on ne voit pas sur ce schéma là parce qu'on aperçoit en fait ici en retrait la face antérieure ici de la scapula. Donc on voit le côté excavé comme ceci. Et donc effectivement ici entre l'incisure scapulaire et la gouttière qui fait communiquer largement les deux fosses supra et infraépineuses, on a effectivement une petite gouttière aussi qui laissera passer, comme on le verra dans la vidéo prochaine, nerfs et vaisseaux. Voilà pour la vue supérieure schématique. Ajoutons à cela que donc cette surface bien sûr est encroûtée de cartilage hyalin et présente sur son listel périphérique une insertion, l'insertion du labrum. Voilà pour la partie vraiment ostéologique. Donc vidéo prochaine, on aborde les insertions musculaires et ligamentaires de cette scapula. Merci de votre attention.